Donc, il m'a dit, je connais déjà pas mal de déplacements, mais il y a peut-être quelques règles que je connais pas bien. Donc, du coup, je sais pour ça, je me suis dit, bah, de la même manière, il y a peut-être des gens cette année qui seraient intéressés à s'inscrire au tournoi, hein, mais qui connaissent pas forcément les bases. Et donc, c'est peut-être justement l'occasion, hein, de faire une petite séance d'introduction. Alors c'est pas un cours, hein. Puis c'est pour ça que j'ai demandé à Rémi de venir dire des bêtises pour distraire un petit peu. Donc je vais vous expliquer un petit peu. On va essayer de reprendre toutes les règles parce que dans les échecs, il y a des règles qu'on connaît, puis il y en a quelques-unes qu'on connaît un petit peu moins, qui sont parfois un petit peu subtiles. Notamment, je sais pas, Rémi, je me souviens que c'était, tu bloquais un petit peu sur les rocs à Les l'époque. rocs et la prise en passant. Enfin, je sais Voilà, même plus comment elle s'appelle. ce Cette truc-là. prise. Voilà, c'est ça. Voilà, ce truc où on prend avec le pion bizarrement là. Ouais, il y en a qui me l'ont dit, ils ont l'impression que le pion disparaît mystérieusement. Et donc, De toute façon, on sait que les pions ne servent à rien. donc on va calmement. Oui, c'est ça. Toi, les pions, tu les envoies quoi. Donc, tu pourras nous parler comme ça aussi un petit peu de ta stratégie inimitable. Donc, la stratégie du pif, hein, j'ai repris. Donc, t'expliqueras, hein, il y a toute une technique du pif. Alors, ce que je vais dire, c'est que ce que je vais vous expliquer, ça s'applique aux jeux d'échecs sur Internet, mais ça va s'appliquer aussi la plupart du temps aux jeux d'échecs en vrai. Donc, si vous avez un jeu d'échecs en vrai chez vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous n'en avez pas, Noël approche, c'est peut-être le bon moment d'en acheter un ou de vous en faire offrir un. Si c'est le cas, un petit conseil. Euh, Demandez ou achetez un jeu d'échecs où vous avez les numéros des cases. On en trouve des fois qui sont très jolis, mais où il n'y a pas ça. Et pour jouer, pour reproduire une partie, etc. C'est quand même sympa de pouvoir savoir que on a les coordonnées des pièces. Des cases. J'y reviendrai. Donc chaque case a des coordonnées et donc les coups peuvent être notés d'une façon. Donc si c'est le cas, pensez-y. Et donc je retirerai quelques petites choses. Notamment, si vous jouez avec un vrai échiquier, il faudra faire attention. Une des règles dit que la case en bas à droite doit être une case blanche. Alors, vous n'aurez pas le problème sur Internet, puisque sur Internet, par définition, votre échiquier, il sera déjà bien positionné. Vous n'aurez pas non plus à positionner les pièces. On y reviendra un petit peu sur la position des pièces. Alors, si vous jouez, vous pouvez avoir besoin donc d'un échiquier, des pièces, 32 pièces, et aussi ça peut être sympa d'avoir une pendule d'échecs. Alors les pendules d'échecs, on les voit un petit peu là, j'en ai pris quelques-unes, les anciennes à aiguille et puis les pendules digitales, ça permet comme ça que chacun ait un temps équitable, puisque on va jouer nous alors sur une cadence donc ce qu'on appelle une cadence, c'est la durée qu'on a pour jouer, et donc c'est 10 plus 5. Alors ça veut dire quoi 10 plus 5? Rémi, tu peux le rappeler? Ça veut dire que de base, chaque joueur a 10 minutes en tout pour jouer, et à chaque coup joué, le joueur gagne 5 secondes. Donc dès qu'un joueur joue un coup, il a 5 secondes en plus. Donc on se rappelle de Mahmoud qui voyait son temps augmenter, il commençait à 10 minutes et puis le temps augmentait au fur et à mesure. Donc en gros, ça garantit que même quoi qu'il arrive, on a toujours 5 secondes pour jouer pour ne pas faire des grosses bêtises, quoi. Euh, et puis donc voilà, donc une fois qu'on a le matériel, c'est parti pour les règles. Donc, on va les prendre une par une. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est bien disposer les pièces. Si vous jouez sur un échiquier en vrai, alors sur Internet, vous n'aurez pas le problème, hein, puisque les pièces vont être disposées de base. Mais si jamais vous avez votre vrai échiquier et que vous voulez y placer les pièces, eh ben il faut un peu savoir. Alors un petit truc mémotechnique pour savoir, c'est que on imagine que le jeu se joue dans un château. Le château est entouré de tours, donc une tour à chaque extrémité.
À côté du château se trouve, alors attention, ne faites pas l'erreur, ne dites pas les chevaux, mais on parle de cavaliers aux échecs. Alors si vous voulez pas passer pour un noob, dites bien les cavaliers. Et donc, les cavaliers sont à côté dans les écuries, à côté des châteaux. Au milieu, le couple royal, la dame étant, donc à nouveau, on ne dit pas la reine, mais la dame. La dame étant très, elle veut être sur la couleur de la robe de sa couleur, soit assortie à la case. Donc on place toujours les dames sur la case de leur couleur. Et autour du couple royal se trouvent les fous qui sont là pour les distraire et ils sont gardés. Comme bien souvent. Voilà. Donc Rémi a accepté de venir faire le fou aujourd'hui. Et ils sont gardés par des rangées de pions qui sont des soldats. Voilà, donc ça c'est la position à retenir. Donc je vous dis encore une fois, pas de problème quand on joue sur internet parce que cette position-là elle est là, mais si on a un vrai jeu devant soi, souvent le problème c'est comment est-ce qu'on va bien positionner les pièces. Et puis il faut s'arranger pour que ce soit équitable et pas jouer avec 3 fous. Comme ça c'est vu. Hein. Parce qu'en salle de repos, on a des échiquiers, il y en a 2, et il arrive qu'on fasse des petites erreurs, volontairement ou involontairement, et on se retrouve parfois avec plus de pièces qu'il faut. On ne donnera pas les noms, hein ? Non, on ne donnera pas les noms. Alors, on va attaquer tout de suite par les déplacements des pièces. Donc, les pions, Rémi, tu peux nous rappeler ? Ouais, ça sert à rien. Voilà, c'est pour ça que tu les envoies. Alors, donc les pions, effectivement, lorsque vous voulez les bouger pour la première fois, vous pouvez les avancer de 1 ou 2 cases tout droit. Alors, on va dire de leur premier mouvement et seulement. De façon générale, les pions avancent tout droit, ils peuvent pas reculer, interdit de reculer. Et effectivement, alors normalement, ils avancent d'une case, sauf, tu disais, lors de leur premier mouvement où ils ont le droit d'avancer de 2. Voilà. Là, ils ont le droit, pas l'obligation, hein, donc il peut très bien décider d'avancer d'1 ou de 2. Alors on verra que de 2, ça peut être intéressant. Hein. Il y a des cas où c'est intéressant d'avancer de 2. Et puis donc vous avez donc il y a encore une règle un petit peu bizarre sur les pions. Tu peux tout de suite en parler ? Oui. Passe quelque chose. Alors voilà, lorsque on veut prendre grâce à un pion, on ne peut prendre qu'en diagonale. Voilà. Donc, dans la case, en face, à gauche ou à droite, au-dessus, à droite ou à gauche, ou en dessous, à droite ou à gauche, en fonction de où on est. Voilà. Donc ici, le pion peut prendre ce cavalier ou il peut prendre ces pions-là. Donc il avance en ligne droite et il prend en diagonale sur les cases à côté. Et dernière règle, un petit peu étrange, mais qui est quand même intéressante. Celle-là. C'est la règle qu'on appelle la promotion. Et donc un pion arrivé sur la dernière rangée se transforme à son choix en dame. C'est le cas le plus courant. Alors je vais vider comme ça, on va avoir un peu plus de place. Un pion qui arrive tout au bout peut se transformer en dame, en tour, en cavalier ou en fou. Il a le choix en réalité. Il n'a pas le droit de se transformer en pion ni en roi. À part ces 2 pièces-là, il peut se transformer dans tout ça. Bien entendu, c'est le joueur qui choisit. Alors, en théorie, c'est le joueur qui choisit, mais bien entendu, la pièce la plus intéressante, c'est la dame. Et quand on joue sur Internet, la promotion en dame est quasi automatique. Alors, il y a des cas où ce serait mieux autrement, mais dans ce cas-là, dans les parties rapides, on s'embête pas, on a la promotion automatique en dame. Mais il se peut sur certains jeux, vous avez une petite interface qui vous laisse choisir entre ces 4 possibilités.
Donc ça, c'était le déplacement des pions et donc le déplacement, les cas un petit peu particuliers. Alors on laisse comme tu disais, la prise en passant, on s'embête pas pour l'instant. Hein. Ouais, on va faire semblant que ça n'existe pas. Hein. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que si vous avez des questions à poser, donc n'hésitez pas à les poser dans le channel questions. Et puis, pour l'instant, pas de questions, Rémi. SVP 2222, il n'y a pas de questions en régie. Ça veut dire que tout le monde comprend bien ce qui se passe. Bon, c'est parfait. Oui. Alors, on va donc continuer. Donc, on va remettre la position de départ. Et donc, on va attaquer une deuxième pièce. Alors, je vais les prendre dans l'ordre ici. La tour. La tour se déplace en ligne droite, en avant, en arrière, et donc sur toutes les lignes. Donc, la tour qui est ici peut se déplacer comme ça. Voilà. Suivant des lignes droites en avant en arrière. Ça fait partie de ce qu'on appelle les pièces lourdes, hein, parce que c'est une pièce qui est quand même assez importante à ne pas négliger, et donc son déplacement est assez simple. Deuxièmement, le cavalier. Alors lui qui a un déplacement pour le coup qui est quand même c'est peut-être le plus compliqué parce que donc je vais vider l'échiquier pour regarder. Un cavalier qui se trouve sur cette case, en fait, faut retenir qu'il décrit une espèce de L. Donc il avance de 2 cases et puis se déplace. Donc en fait, le cavalier qui est ici peut atteindre ici 8 cases. Donc qui sont en fait, il dessine une espèce de L comme ceci. Et il a une particularité, Rémi. C'est qu'il a le droit de sauter par-dessus les pièces. Contrairement à toutes les autres pièces, il a la possibilité de sauter par-dessus toute pièce. Alors il faut quand même que sa case d'arrivée soit vide, sauf dans le cas des prises. Hein. On reviendra sur le cas des prises. Mais en tout cas, il ne peut pas se déplacer s'il y a une pièce de sa couleur. Oui, bien sûr. Ok. Donc, on continue. Donc, on va prendre le cas du fou. Le fou, vas-y, Rémi. Alors, le fou se déplace seulement en diagonale. Et dans toutes les directions, tant qu'il est en diagonale. Donc, c'est un petit peu le complément de la tour. La tour qui va seulement tout droit dans toutes les directions. Le fou, lui, va dans toutes les directions, mais en diagonale. Voilà, effectivement, c'est des mouvements qui paraissent assez similaires. Donc la tour va en ligne droite, le fou en diagonale. Mais alors le fait qu'il aille en diagonale, tu dis c'est un peu similaire, mais du coup ça a quand même une conséquence, c'est que un fou, donc je vais recommencer, il y a 2 fous qui sont donc ici et ici. Et si on observe bien, il y a un fou qui commence sur les cases noires et un fou qui commence sur les cases blanches. Et puisqu'ils sont suivant les diagonales, eh ben, ils sont condamnés toute leur vie à rester sur des cases d'une certaine couleur. Ça veut dire que, contrairement à la tour qui peut aller sur absolument toutes les cases, le fou de case noire sera condamné à n'évoluer que sur les cases noires et réciproquement pour le fou de case blanche. Donc c'est ce qui fait qu'on y reviendra un petit peu. On considère que le fou est quand même un petit peu moins puissant que la tour. On considère que, je reviendrai après sur les valeurs des pions, mais donc retenez qu'une tour est quand même plus puissante qu'un fou. On considère qu'un fou est à peu près aussi puissant qu'un cavalier, à peu près la même mobilité. On a parlé du fou, du cavalier, du pion et de la tour. On n'a pas parlé de la dame, donc qui est la pièce la plus puissante du jeu, qui peut se déplacer sur absolument. Alors, elle combine en fait les déplacements du fou et de la tour. Donc elle peut se déplacer en diagonale ou en ligne droite sur toutes les cases qu'elle souhaite. Voilà. Donc, et donc reste à parler du roi, qui lui se déplace d'une case, de la même manière que la dame, mais seulement une seule case. Donc c'est une pièce qui est très peu active, en tout cas notamment au début de partie.
mais qui est très vulnérable, puisqu'on reviendra un petit peu après sur la règle des échecs. Ok, donc ça va? Toujours pas de questions, tout va bien. Toujours pas de questions. Et bah donc je pense que on a on a vu les déplacements de tous les pions. J'en ai pas oublié. Non. Puis on reprend la position de départ. Alors on peut peut-être juste du coup, maintenant qu'on a vu tous les pions, regarder la position de départ et la question que je peux te poser, puis que je peux poser un peu à tout le monde, c'est à partir de cette position de départ, est-ce que vous savez combien de coups sont possibles? Est-ce qu'on peut compter comme ça rapidement? Alors Rémi, d'après toi, 18, avec ce qu'on a dit, 19, pas 20, tout à fait. 20. 20, voilà. Alors 20, pourquoi? Chaque pion peut se déplacer de 2 cases. Et donc, puisqu'on a 8 pions, ça nous fait donc 16 positions possibles pour les pions. Et puisque les pièces ne peuvent pas sauter au-dessus des autres pièces, donc la dame est coincée au début de partie, on peut également sortir les 2 cavaliers sur les positions donc H3, F3, C3 et A3. Ok. Donc 20 coups de départ. On verra un petit peu, alors peut-être dans le cours suivant et peut-être encore plus dans la masterclass que fera Fabien Teto, que ces coups-là ne sont pas équivalents et que donc il y a certains coups qui au départ sont bons et d'autres qui sont pas très bons. On peut peut-être juste donner l'idée, par exemple, un cavalier, si je le déplace ici sur le côté, c'est vraiment pas bon parce que autant ici, il contrôle plein de cases, il contrôle en fait 8 cases, autant quand il est sur le côté, il ne contrôle plus que 4 cases, et donc il a sa puissance qui est réduite. Donc c'est pour ça que les coups qui vont vers le centre sont souvent beaucoup plus intéressants. Ok, donc on a fait les déplacements des pièces. On peut peut-être du coup tout de suite parler du coup un petit peu spécial dont on avait commencé à parler, le roc. Alors qui commence à faire partie des coups qui font un petit peu peur aux débutants. Alors d'une certaine façon, il ne faut pas trop vous inquiéter parce que dans l'interface donc de l'ITS ou de tout jeu d'échecs, le coup se fait de façon quasi automatique. Vous aurez peut-être plus de difficultés à le faire sur un échiquier en vrai. Ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que donc c'est le seul coup qui va utiliser 2 pièces. Contrairement à tous les autres coups qui ne faisaient déplacer qu'une pièce, et bien là, ça va mettre en jeu 2 pièces. Et donc, le déplacement, c'est on prend le roi, on le déplace de 2 cases en direction de la tour ici, et donc ensuite, la tour va venir se placer, se positionner de l'autre côté du roi, elle va sauter au-dessus du roi. Donc voilà ce qui se passe après le coup qu'on appelle donc le petit roc parce que il est du côté où le roi est le plus proche de la tour, donc il se passe ça. Grand roc, c'est pratiquement la même chose, le roi se déplace également de 2 cases, attention, il va pas en contact de la tour comme précédemment, mais il se déplace de 2 cases et la tour saute au-dessus. Donc voilà la configuration qu'on obtient après le grand roc. Alors c'est très simplifié, on y reviendra après je suppose, mais pouvoir roquer, il y a quand même pas mal de contraintes. On va pas pouvoir roquer n'importe comment et n'importe quand. Mais ça, je suppose qu'on y reviendra en jeu sur une partie. J'allais le dire tout de suite. On peut tout de suite donner les conditions qui permettent de roquer. Alors vas-y, dis-moi celle dont tu te souviens. Alors déjà, dans un premier temps, il faut que le roi et la tour avec lesquels on roque n'aient pas bougé depuis le début de la partie. Voilà, ils doivent être à leur position de départ. Il est interdit, par exemple, d'avoir déplacé sa tour, de l'avoir emmené se promener, faire un petit tour. Gros jeu de mots. Revenir à sa place et puis dire je rock. Non, ça c'est interdit. Il faut que les pièces ne soient jamais déplacées. Deuxième condition. La deuxième condition, c'est que à la suite du rock, il ne faut pas que le roi soit en échec.
Donc il ne Alors, faut pas exactement. que l'adversaire puisse prendre notre roi. Alors, il ne faut que il faut déjà pas que le roi soit en échec. Donc, on reviendra sur la règle de l'échec, hein, c'est un peu compliqué, mais il ne faut pas que le roi soit attaqué. Et il ne faut pas qu'il soit attaqué sur les cases qu'il va traverser pendant le rock. Donc, par exemple, ici, si on a les 2 tours ici, même une, eh bien, il est interdit au roi de traverser ces cases-là, et donc il ne va pas le faire. Ça, c'est peut-être la règle la plus compliquée, et parfois même quand on joue aux échecs sur un vrai échiquier, des fois, on se rend pas compte qu'on le fait. Alors, ne vous étonnez pas si, quand vous jouez, on vous interdit de rocker, ça peut être normal, ça peut être simplement lié au fait que voilà, et on passe par une case où il y a échec. Et en fait, tu as oublié une des règles les plus basiques, mais il faut dire que je t'ai un peu tendu un piège pour rocker, bien entendu. Il faut que la voie soit libre. Il faut que la voie soit libre, tout à fait, et donc qu'il n'y ait plus les pièces qui sont interposées. C'est pour ça d'ailleurs que dans le début de partie, on va souvent essayer de dégager ces pièces qui sont entre le roi et la tour pour pouvoir rocker, parce que rocker c'est intéressant pour 2 raisons. C'est intéressant déjà parce que on va, donc je vais remettre, pas des points, voilà, des blancs, ça va être mieux. On va de cette façon-là mettre le roi à l'abri. Donc derrière ces 3 pions-là qu'on appelle justement souvent le roc, qui vont protéger le roi, puisque quand même la protection du roi, c'est la vie, hein. C'est la partie. Sans protection du roi, on n'est plus rien. Et deuxième avantage, c'est que ça va amener à développer la tour. Ça va permettre de rendre la tour disponible. Et donc souvent, on va essayer de la placer sur des colonnes. Et ça, je laisse à mon ami Fabien le fait de vous expliquer ça dans les parties plutôt stratégiques qu'on verra le 21 décembre. Donc voilà, on a ça. On va peut-être expliquer l'échec quand même, parce qu'on a parlé d'échec au roi là pour l'Europe, mais on n'a pas dit ce que c'était que l'échec. Exactement, c'est parfait, c'est tout à fait ce dont on va parler maintenant. Et donc effectivement, tout le but de la partie, ça va être de placer le roi en échec. Alors vas-y, tu peux dire du coup ce que c'est que l'échec. On va prendre un roi ici. Et donc qu'est-ce qu'il va faire qui va être en échec ? Donc le roi est en échec dès lors que une pièce adverse est en position de le prendre. Voilà, dès qu'une pièce attaque le roi, eh bien, le roi est dit en échec. Alors, c'est pas forcément gravissime d'être en échec, simplement le roi est attaqué, mais le roi, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-là ? Il est obligé donc le roi, dans ce cas-là, il se casse. Il se casse, voilà. Il reste pas là. Alors, il doit parer l'échec, et donc c'est là qu'intervient la fameuse méthode du pif de Rémi, parce que le roi doit alors c'est quoi interposer, se protéger, voilà. Donc prendre, interposer ou fuir. Voilà, les trois possibilités. C'est ça. Donc ici, le roi est attaqué par un fou. Eh ben, on peut très bien imaginer, si on a une tour ici, on va venir prendre le fou, et voilà, le problème est réglé. Le roi n'est plus en échec. Deuxième solution, donc pif, c'est interposer. Mon roi est ici en échec, je peux avec, alors ce serait peut-être pas une bonne idée avec une tour, mais par exemple, j'ai un autre fou, je viens le placer ici. J'ai interposé, voilà, j'ai sauvé l'échec puisque j'ai interposé une pièce. Bien entendu, cette interposition, elle ne marche pas avec notre fameux ami le cavalier, puisque le cavalier, on rappelle qu'il peut sauter. Donc ça sert à rien de venir interposer des pièces entre deux. Et puis, dernière solution, effectivement, si on n'est pas capable de prendre, si on n'est pas capable d'interposer, on se casse, comme dit Rémi. Voilà, hop. Et donc, ça, c'est une façon. Alors là, c'est pas légal, du coup, je viens jouer, mais voilà, on se déplace pour donc fuir l'échec. Et la quatrième règle du pif, c'est que lorsque tu ne sais pas quoi jouer, tu joues au hasard. Voilà. Alors, prendre, interposer, fuir, ça marche aussi pour quasiment tous les cas de menaces. De toute façon, ça ne marche pas que pour le roi. Alors du coup, j'ai préparé quelques petits exercices qu'on puisse regarder, par exemple.
un cas de maths qui est assez intéressant, qui peut arriver et qui arrive même ça arrive à des grands champions, ce genre de situation, qui sont un petit peu embarrassantes. Rémi, est-ce que tu peux nous trouver le maths en un coup ici? Oh, je pense que je le vois assez facilement. Il suffit tout simplement de monter la tour en B8. Exactement, tour B8, donc attaque le roi. Et le roi se trouve ici dans une situation qu'on appelle le mat du couloir, puisqu'il a laissé ses 3 pions ici du roc devant lui. On me rappelle qu'ils n'ont pas le droit de reculer ces pièces, donc... Voilà, ils ne peuvent pas venir interposer, il ne peut pas venir prendre la pièce, et il ne peut pas fuir puisqu'il est en échec sur les différentes cases. Donc du coup, le roi se trouve ici dans une situation donc d'échec du couloir qui est assez désagréable. Et donc on voit que, alors peu importe, vous pouvez terminer la partie avec plein de monde, être apparemment le plus fort, etc. Et ben hop, un petit coup comme ça, vous met dans une situation de mat du couloir et c'est fini. Bon, alors là, dans cette situation, il y a le fou qui peut encore s'interposer, mais Alors, la tour va tout simplement prendre le fou voilà, et pour c'est terminer terminé. la partie. Donc parfois on peut soit perdre de cette façon-là, soit des fois perdre beaucoup de matériel, parce que pareil, bêtement. Comme tu disais Rémi, par exemple ici, il y a beau avoir une dame ici, je fais ça, là, ça va, on peut prendre. Mais par exemple la dame serait ici, et ben la dame ici ne peut pas prendre, et si elle s'interpose, et ben elle est perdue, et il y a mat quand même de toute façon. Alors normalement j'en ai préparé un autre petit, un peu dans le même genre. On va regarder. Est-ce que donc tu peux voir le mat du couloir qui est ici et les conséquences que ça va avoir? Alors je peux voir le mat du couloir. Un petit peu plus de calcul là. Hein. On va commencer à vous faire calculer un petit peu des choses. Alors vas-y. Donc n'empêche qu'on peut amener la tour en A8. A8. Le joueur adversaire peut s'interposer. Plusieurs fois. Il perd sa tour. N'empêche qu'on va pouvoir. Il perd sa tour. Et on termine par un mat du couloir. Donc on voit que là, on était les noirs étaient largement en supériorité numérique, hein, puisqu'il c'était 2 tours contre 1 et 3 pions. Et ben malgré tout, ce sont les blancs qui gagnent. Donc ça, c'est des petites choses à savoir et qui peuvent vous faire perdre des parties un peu bêtement, comme il disait. Mais on reviendra sur d'autres situations un petit peu du même cas. Alors, il y a plein de cas de maths qui sont répertoriés. Vous pouvez regarder sur Wikipédia toute la liste des maths possibles. Mais il y en a un autre qui est intéressant à savoir et qu'on va retrouver un petit peu assez souvent, qu'on appelle le cas du baiser de la mort. Alors, c'est assez parlant. Hein. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a ici une pièce qui n'attaque pas donc le fou directement le roi, mais qui vient attaquer une case qui touche le roi. Et à ce moment-là, la reine ou d'autres pièces peuvent venir se placer ici directement. Alors, s'il n'y avait pas le fou qui était ici, une reine toute seule, une dame toute seule, pardon, ne peut pas mater. C'est-à-dire qu'elle a beau venir se placer ici, hop, le roi pourrait très bien la prendre. Alors, donc, une dame toute seule ne peut pas mater, mais avec l'appui ici, par exemple, d'un fou, qui vient donc contrôler cette case-ci, on peut faire ce qu'on appelle le baiser de la mort. Donc, la reine, la dame blanche, vient donner un dernier baiser au roi qui n'a absolument plus aucune solution, puisqu'on voit bien que toutes les cases sur lesquelles le roi pourrait se déplacer sont contrôlées par la dame. Il ne peut ni prendre, ni fuir, ni s'interposer. Donc là, le roi est mort. Peut-être une belle mort pour finir, non? Il se méfier de la dame même dans la vie réelle. Attention, t'es sur un terrain glissant là, Rémi. Attention. Alors, j'en ai prévu quelques autres un petit peu du même genre pour montrer que c'est pas forcément un fou ici qui pourrait réaliser ça. Donc ici, est-ce que tu vois le baiser de la mort qui est possible? Un petit peu plus difficile à voir. On voit donc, que... Voilà, le cavalier contrôle les cases qui sont G7 et H6, mais celle qui nous intéresse, c'est G7, puisqu'on va pouvoir monter la dame en G7.
Et donc Et voilà. le roi ne peut plus bouger. Là, le roi est échec et mat. Donc, on l'a peut-être pas dit, mais quand le roi ne peut plus parer un échec, eh ben, il est échec et mat. Le joueur a perdu la partie. Un petit dernier pour la route parce que il est un petit peu différent, je crois. Oui, alors même le roi peut exercer la même chose. Un roi tout seul ne pourrait pas mater un autre roi, puisque de toute façon, c'est pas Ils n'ont possible. pas le droit de s'approcher. Ils n'ont pas le droit de s'approcher. Le roi ne peut pas venir ici attaquer le roi adverse. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que le roi ne peut pas volontairement se placer en situation d'échec. Et donc ici, simplement, la présence du roi va venir contrôler toujours cette même case, comme tu disais, G7, et il suffit de placer la dame ici pour remporter la partie. On est à échec et mat. Donc voilà un petit tour des échecs. Alors, on peut peut-être montrer un petit cas de maths avec dame et roi. On disait qu'une dame toute seule ne peut pas mater, mais une dame et un roi peuvent mater. Donc, est-ce que tu te souviens de la technique à avoir pour mater? Alors, on peut peut-être commencer avec un exercice peut-être plus simple. Je ne sais pas du coup le temps qu'on a encore pour regarder ça. On a encore un petit peu de temps. Oui, on va commencer sur plus simple. On va commencer simple. Alors voilà, on va commencer avec un cas de maths avec dame et tour. Et donc là, on va faire ce qu'on appelle un maths de l'escalier. C'est toujours bon à savoir, parce que ce qu'on va faire, c'est que on va contraindre notre roi noir là on va le coincer contre une bande. Alors ici, il est déjà un petit peu vers le haut, donc on va essayer de le remonter petit à petit. Donc du coup, ça donne quoi? Comment tu t'y prendrais? Alors, dans un premier temps, je vais monter la dame. Voilà, je vais la placer en A5. A5, d'accord. Alors, je vais pas la mettre au-dessus parce que dans ce cas-là, le roi peut redescendre. Tout à fait, c'est une bonne idée. On va coincer le roi sur cette bande-ci avec la dame. Voilà, alors on voit qu'il s'est avancé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser la tour jusqu'en H6. Voilà. On va faire une nouvelle barrière. On a la dame qui coince ici, et donc on va amener le roi à remonter. Alors là, on voit qu'il a été un petit peu malin, le roi, parce que ce qu'on aimerait bien, nous, c'est placer la dame maintenant sur cette rangée-ci. Mais il faut être méfiant, parce que si on se place ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on se place là, le roi va tout simplement venir nous bouffer. Manger la dame, et on a perdu. Même chose si on se place là. Oui. Donc on ne peut moi, pas dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que j'amènerai madame en D5. Alors, en D5, c'est une très bonne idée. B5 est également une bonne idée. Dans tous les cas, c'est pas mal de se dire qu'on va porter échec, parce que ça va éviter un cas dont on va parler ensuite, le cas du pat qui est assez embarrassant. Donc, par exemple, on va jouer ça. Même encore 4 ans après. On va pas se moquer. Alors, ensuite, on voit qu'il a encore réussi un peu la même stratégie, en nous coinçant. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce que tu jouerais? Moi, je continue à amener madame juste à droite, là, pour encore le mettre échec, et demander au roi de encore se décaler. Voilà, C6, très bien. On est protégé cette fois-ci par la tour, donc pas d'inquiétude, on y va. Ah oui, en C6, tout à fait. Et donc là, maintenant, le roi est coincé sur cette bande-là. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on va faire, on va continuer à monter On peut monter la tour de 2-1, par exemple. Pas du tout. Surtout pas. Parce que si on fait ça, comment ça? Il serait coincé ici. Il n'a pas le droit. Il serait coincé ici, et on se retrouverait dans la situation du pat, donc on peut tout de suite en parler. Le pat, c'est la situation comme là, on se placerait, on va regarder, hop, et là,
c'était une partie nulle parce que vous avez réussi à ce que le roi ne soit pas échec, mais n'ait absolument aucun coup qu'il ne mettrait pas échec. Et donc, du coup, le roi est ici dans une situation d'échec et patte. Et échec et patte, eh ben, c'est une partie nulle. Donc ici, on était en très grande force, on était en bonne forme, là, on le tenait. Et puis, eh ben, il nous a imposé une partie nulle. Donc du coup, la solution, si on revient en arrière, ça consiste, donc cette fois-ci, à ne surtout pas aller ici, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire Bon, on va pousser la dame, je dirais, sur la E8 en diagonale. Alors, E8, pourquoi pas, ça va marcher, oui, voilà. Enfin, On va le mettre échec. j'essaye toujours d'éloigner le plus possible. Là, il était malin, du coup. Et ben, du coup, on va tout simplement redescendre la dame On pour va le redescendre, contraindre à voilà. monter. Cette Et fois-ci, terminé. il est là. Et échec du couloir. On a gagné, la partie, cette fois-ci, est gagnée. Alors, on voit que sur une petite imprécision de la fin, eh ben, tout peut se jouer. On peut passer d'une victoire assurée à une partie nulle, ce qui est un petit peu, comme on disait, un petit peu gênant. Et je pense que c'est peut-être le bon moment de ressortir une partie de grand maître, hein, puisque là, j'ai un exemple. De deux grands maîtres qui se sont battus un jour. Alors un certain Ercinav et un certain Danny du 62-500. Alors je crois avoir une idée des personnes qui se cachent derrière ces. Oui, mais on ne donne pas de nom. On ne donne pas de nom. Alors il faut pas rire parce qu'en plus c'était la première version du tournoi et à l'époque le jeu se jouait en 15-15 plus 0, ce qui veut dire que c'était un petit peu agressif. Stressant. Alors l'idée c'était de se dire on est certain que la partie sera finie au bout de 30 minutes. C'était quand même pas mal. Comme ça on peut se prendre un moment, on a 30 minutes devant soi et on est certain que la partie sera terminée. Mais du coup vers la fin de partie, ça peut donner tout et n'importe quoi parce que le joueur qui n'a plus de temps va jouer des coups cette fois-ci vraiment au pif, juste pour pouvoir gagner autant. Et il y en a qui savent très bien exploiter ça. C'est ce qu'on va voir. Alors, on va pas regarder toute la partie parce que c'est un petit peu, il y a plein de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que vers la fin de partie, eh bien, le joueur, avant ça. le joueur français, Ouais. avant ça, le joueur français. Là, c'est bien. Ici se retrouve donc le joueur noir. Notre ami Danny du 62 se retrouve avec une très grande supériorité numérique, hein, puisqu'il a ici une tour, donc 2 pièces contre 1 pièce seulement de Ercinav. Il va savoir exploiter cette supériorité parce que je pense même qu'il va réussir à prendre les dernières pièces. Ça vient, voilà. Et donc là, il a fait le ménage. Donc normalement, c'est la victoire assurée. Mais on va voir que ça dure un certain temps. Et dans la mesure où il n'arrive pas à faire mat, ça dure, etc. Et il va finir. Alors là, faut quand même se rappeler qu'il y avait le joueur ici qui lui n'avait plus que 22 secondes, alors que l'autre du classement. Et donc il l'a amené à la petite imprécision qu'on vient de voir. Et hop, la partie s'est terminée par un pat qui lui reste encore en travers de la gorge, je crois. Hein. On en reparle assez souvent. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que, donc là, vous ne le voyez pas, mais donc c'était moi contre mon valeureux adversaire, et je le chambrais pas mal dans le chat qui se trouve là, juste sur la gauche. On avait un chat privé juste pour nous deux, puisque pendant la partie, on peut discuter en privé, et je l'ai beaucoup vanné. Je pense que ça a joué pas mal. Alors, si on reprend en fait le coup précédent, quasiment, voilà, on avait un coup ici où il y avait par exemple ici sur tour H4 un mat. Donc je sais pas, faudrait que je repasse dans l'analyse, mais je la retrouve pas. C'est pas étude, mais je n'arrive pas à la remettre comme ça.
Et donc, ah oui, parce que c'est pas son coup, c'est tout simplement ça. Donc, il faut revenir un coup auparavant. Non, je le vois pas forcément. Peut-être pas celui-là. Quelque chose comme ça, voilà, assurer le mat. Mais encore une fois, comme on disait, avec à ce moment-là, on était même à 15 secondes, 10 secondes, le chronomètre allait tomber et donc la partie allait risquer d'être perdue. Donc c'était pas si mal d'avoir assuré le pat. Voilà, donc on a vu les choses, les règles les plus importantes, je pense. Est-ce qu'on en a oublié, et surtout est-ce qu'il y a Alors, il y a des eu quelques discussions dans les questions, justement, à propos des exemples du baiser de la mort de la dame. Notamment quand il restait le fou et la dame, où on pouvait contrôler une case avec le fou et venir justement au contact du roi parce que le fou était en défense de la dame. Et donc on a une question qui dit, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'inverse? Est-ce que le fou n'aurait pas pu aller au contact du roi? Mais là, effectivement, non, ça a été répondu. La question, elle a été vite répondue par Tanguy. Vite répondu. Et donc, effectivement, non, ça ne fonctionne pas. Même, on n'est pas loin du risque du pat. On n'y est pas tout à fait, puisque c'est ce que Tanguy disait. Il y a plus de risque de pat. Donc effectivement, le baiser de la mort plus souvent est donné par la dame, mais il y a certains cas aussi où ça peut être, il y a d'autres pièces qui peuvent donner aussi. Et très souvent, c'est plutôt effectivement la dame. On peut aussi parler un petit peu des parties nulles, parce que c'est vrai que vous allez jouer des parties et dans lesquelles on gagne, on perd, mais aussi il y a le cas de la partie nulle, et donc il y a un certain nombre de cas de parties nulles qui peuvent apparaître. Je peux te laisser en dire certains, je verrai si t'en oublies. Alors qu'est-ce que tu dirais pour les parties quand on perd en 8 secondes, c'est une partie nulle. Voilà, c'est ça. Contre Alejandro, c'est une partie nulle. Alors, il y a le cas du pat qu'on a vu, qui mène donc à une partie nulle. Donc, quand on dit partie nulle, c'est tout simplement que personne n'a gagné. Donc, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est un match nul. Donc, on a tous les deux la moitié des points, si je me souviens bien, dans le tournoi. Tout à fait. Ouais. Mais il existe quand vous allez gagner. Mais il existe aussi d'autres parties nulles, c'est-à-dire que lorsque l'on voit qu'au final on ne pourra plus rien faire, c'est-à-dire que l'adversaire a encore une dame, 2 tours, 2 cavaliers, et que nous il ne reste plus que 3 pions, et ben on peut tout simplement dire à l'adversaire, ok, je capitule. Oui, non, c'est même pas une partie nulle d'ailleurs. Si, t'as raison, il y a les deux cas en fait. On peut soit capituler, abandonner. Donc là sur l'interface, je l'ai pas sur l'interface ici, mais vous le verrez, c'est un petit drapeau blanc qu'on met, un drapeau blanc. On a perdu, mais donc on arrête la partie. Mais une autre possibilité, c'est de proposer la nulle. Donc on peut proposer, dire à l'adversaire, là on voit que on va pas y arriver, ni l'un ni l'autre. On a des trucs plus sympas à faire que de passer une demi-heure à faire tourner nos pièces. Allons boire une bière. Et donc, à ce moment-là, on peut proposer la nulle. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, il y a encore quelques autres possibilités qu'on connaît un petit peu moins. Il y a aussi le cas d'insuffisance de matériel. Donc, par exemple, si on se retrouve à la fin d'une partie avec... Alors, je vais essayer de voir si je peux le remettre. Si on se retrouve avec un roi et un cavalier contre un roi, on sait qu'on ne pourra pas le mater de toute façon. Donc, c'est une partie nulle. Il y a quelques cas comme ça. Il y a une règle qu'on connaît un peu moins souvent, mais que vous pourrez exploiter si vous êtes malin. C'est ce qu'on appelle la triple répétition. Donc, si par exemple, alors je vais partir sur un cas de voilà, à peu près vide ici. Si vous avez par exemple votre roi, le roi adverse, et puis admettons qu'il a une tour et qu'il sait pas trop bien s'en sortir, et que
par 3 fois, par exemple, il fait ça, vous faites ça, il fait ça, vous faites ça, il sait pas très bien comment s'y prendre. Et si 3 fois de suite se reproduit exactement la même configuration sur l'échiquier, eh ben vous êtes en droit de demander une partie nulle. D'ailleurs, elle sera sur l'ICHES automatiquement accordée. Donc on a dit par accord mutuel, par patte, par défaut de matériel, 3 fois la même position, et puis aussi la règle des 50 coups. Alors celle-là aussi on la sait pas toujours bien. Donc si il y a eu 50 déplacements de pièces sans prise ni déplacement de pion, et ben la partie aussi peut être considérée comme nulle. Je pense qu'on a quasiment fini les règles. Ce dont on n'a pas parlé, c'est la fameuse prise en passant qu'on avait gardée pour la fin, pour les fins connaisseurs. Alors on va l'expliquer quand même parce que ça fait quand même partie des règles et on avait dit qu'on les présenterait toutes ce soir. C'est donc on va reprendre la position de départ. Alors vas-y, je crois que tu t'en souviens. Je t'aide si. Ok, alors on va dire que on fait la partie complète ou on montre la position? On va montrer la position. Hein. Ok, donc avance encore de 1 là le pion. Encore. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, tu la vois comme ça. D'accord. Voilà. Et si le pion noir se trouvant en E7 se met juste à côté de notre pion blanc, donc avance de 2 cases au premier tour, voilà. On est en droit de le manger en diagonale. Voilà, et le pion noir disparaît. Donc en fait, on ne va pas sur sa case, mais on est en droit de le retirer de l'échiquier tout de même. Alors, donc en gros, ce qu'on va rappeler, c'est que les pions peuvent donc se déplacer de 2 cases quand c'est leur premier coup. Et donc, ce déplacement de 2 pions, de 2 cases, ne permet pas d'éviter la rencontre entre les 2 pions, en fait. C'est ça le truc, c'est que s'il s'était déplacé de 1 case, eh ben, il aurait pris le risque d'être bouffé. Et ben, on considère que quand il se déplace de 2 cases, c'est comme s'il avance d'une case en prenant le risque d'être bouffé, et puis il vient, en fait, du coup, ce passage-là permet au joueur de prendre ici. Donc ça veut dire que même si le pion a été posé ici, le joueur blanc peut rétrospectivement le reprendre sur la case qu'il avait traversée. Voilà comment on peut expliquer la prise en passant. Normalement, c'est un coup qu'on voit très rarement. Seulement quelques débutants des fois se font avoir parce que ils ne connaissent pas la règle et donc ne connaissant pas la règle, ils voient leur pion qui disparaît. Voilà. Donc rien de méchant, mais c'est possible de se faire avoir. Voilà. Du coup, j'ai préparé quelques petits exercices, mais peut-être avant, ce qui vous sera plus utile, c'est qu'on montre un petit peu comment vont se passer les parties sur l'ICHES, parce que vous n'êtes peut-être pas tous habitués à utiliser l'interface de l'ICHES pour jouer. Ça va bien se passer, hein, comme on dit. Hein. De toute façon. Peut-être quelques mots sur le tournoi, puisque la particularité c'est d'être un tournoi en ronde suisse qui est assez courant aux échecs en fait. Hein. Donc c'est pas un tournoi comme au foot où on joue par poule et après ça il y a des rencontres qui sont éliminatoires. Là on va tous jouer 8 matchs, donc chaque semaine un match, et à l'issue de ce match-là, on n'est pas éliminé. Simplement, logiquement, puisqu'on va il va y avoir un certain nombre de matchs, on est déjà quand même 40 inscrits, hein, c'est le record cette année. Il va donc, si on en restait là, mais je suis sûr que ça va encore augmenter, 40 inscrits, ça ferait 20 matchs. Logiquement, il va y avoir donc 20 gagnants, 20 perdants à la première ronde. Et donc, la deuxième ronde va opposer les gagnants entre eux et les perdants entre eux. Et puis, ainsi de suite. La troisième ronde, on va avoir les gens qui ont perdu 2 parties qui vont jouer ensemble. Ceux qui ont gagné 2 parties vont jouer ensemble. Et puis, les gens qui auront perdu puis gagné ou gagné perdu, donc qui ont perdu une partie sur 2, vont à nouveau jouer ensemble. Ce qui fait que petit à petit, vous allez rencontrer des joueurs qui ont quasiment le même niveau que vous. Et donc, faut pas vous inquiéter. Tous les ans, il y en a qui ont perdu 2 parties alors qu'ils rachetent le tournoi, ce qui est
qui est dommage parce que vraisemblablement après avoir perdu 2 parties, ils ont une grande chance de gagner la 3e. Donc, Et si vous perdez 4 parties d'affilée, vous jouez contre Dany du 62-500. Voilà, c'est ça. Oh là là, ses oreilles doivent chauffer. Alors, je lui avais dit de venir, mais... Alors, on rigole, mais en fait, il joue bien. Il joue très très bien. Et donc voilà. Et donc le truc, c'est que vous allez donc dès la première semaine avoir sur Discord l'adversaire contre qui vous allez jouer. Donc vous vous mettez d'accord par Discord pour le moment qui va bien à vous deux. Normalement, en général, ça se passe bien. Vous convenez d'un moment, et donc vient le moment où vous allez vous retrouver sur Discord. Alors sur Discord, et puis donc ensuite sur Lichess. Alors on peut peut-être lancer une partie. On n'ira peut-être pas jusqu'à la lancer exactement parce que non, mais au moins, sinon l'interface de lancement, parce que c'est toujours un peu stressant. Ouais. On va se faire gauler par Lichess. Il considère qu'une partie perdue volontairement, c'est une partie dans laquelle on a triché, et donc on risque de se faire ban nos comptes. Donc ne faites pas ça. Et on va même aux échecs, on peut se faire ban. Même aux échecs. Et même aux échecs, il y a de la triche. Oui, d'ailleurs, juste pour dire un petit peu pour tout le monde, le but du tournoi, bien sûr, c'est d'apprendre tous ensemble. Moi, je suis loin d'être un champion, pareil. On se fait plaisir à jouer, et donc ce qui est fait, c'est que on ne contrôle pas la façon dont vous jouez. Chacun joue chez lui. C'est absolument impossible. Par contre, les 4 meilleurs du tournoi sont invités à jouer ensemble à l'IUT, un match qui est en public. Donc c'est avant tout un événement sympathique et qui est donc destiné à apprendre. Donc le lancement d'une partie. Alors normalement, je vous ai fait une petite documentation qui explique tout ce que vous devez faire pour lancer une partie. Elle se trouve dans la fac qui est sur le Discord, et vous pouvez donc regarder. Donc j'ai mis la procédure à la fois sur PC comme moi, ou sur Android, tablette ou téléphone. Et donc la façon la plus simple de jouer, c'est, faut que je le retrouve, c'est de passer par créer une partie. Si, non, voilà, si. Vous allez passer par créer une partie. Non, c'était pas la meilleure façon de faire, parce que ça, on va jouer contre quelqu'un random. Donc c'est pas ça qu'on veut. Mais si on revient sur l'interface de départ dans la page d'accueil de Lichess, on a joué avec un ou une amie. Et donc c'est ça qu'on va prendre. Et donc là, la solution la plus simple, c'est donc de choisir. Donc ici, on va choisir la variante standard. La cadence en temps réel, on va mettre les 10 minutes par joueur, plus les 5 secondes. Je vous conseille quand même dans le tournoi de prendre classé. La différence, c'est que dans amical, on peut annuler des coups. C'est pas tellement le but d'un tournoi, c'est plutôt que les choses se passent suivant vraiment les règles. Donc moi, je prendrais plutôt classé. Et puis, vous ferez des erreurs et tout le monde fera des erreurs et on en rigolera. Le but, c'est plutôt d'apprendre de ses erreurs que de dire je me suis trompé, puis on recommence, etc. Parce que on n'en finit pas. Vous allez choisir la couleur. Alors, l'habitude, c'est que c'est le joueur qui a les blancs qui fait cette procédure. Donc, logiquement, vous choisissez les blancs. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez avoir un lien. Alors, 2 solutions. Soit vous prenez ce lien, vous le copiez et vous l'envoyez au joueur avec qui vous voulez jouer. Donc là, moi, je l'enverrai en privé. Ou alors, vous connaissez son pseudo sur Lichess. Donc ici, RCNav, et on voit qu'il va me le proposer, et à ce moment-là, je clique là-dessus, et là, la partie est commencée à partir du moment où les 2 joueurs sont connectés. Le chronomètre ne commence que quand noir a joué son coup, c'est-à-dire que le joueur blanc joue son coup, et tant que le joueur noir n'a pas joué, le chronomètre n'est pas lancé.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a s'il y a des questions sur comment commencer une partie? L'habitude, c'est un petit peu que au moment où on lance la partie, en haut, il y a un lien. On dépose ce lien sur le Discord. Comme ça, s'il y a des spectateurs, ils peuvent venir rigoler, et, vous dire des bêtises dans le petit chat à côté. Si vous l'avez pas fait au moment du lancement de la partie parce que vous étiez concentré sur autre chose, et ben vous venez déposer votre lien dans le channel qui correspond aux parties, et comme ça les arbitres vont venir récupérer ce lien et donc vont le mettre dans le tableau des classements. C'est pour nous la trace du jeu qui a eu lieu. Voilà. Est-ce que j'ai pas oublié? J'ai rien oublié sur le lancement des parties. Si jamais j'ai oublié des choses, tout ça est réexpliqué dans la fac du Discord. Donc il suffit d'aller revoir. Il nous reste un peu de temps pour faire quelques petits exercices. Allez, on va regarder quelques petits exercices. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Il n'y a pas de questions, donc on va reprendre quelques petits exercices que j'ai préparés. Alors, je vais prendre celui-là donc on va reprendre un petit peu au début. C'est pour bien visualiser les prises. Donc voilà alors faut que je retrouve mon éditeur de position. Normalement je l'ai, et donc voilà par exemple une position. Alors c'est un peu fictive là parce qu'il n'y a pas de roi, hein, mais c'est pour qu'on puisse bien visualiser quelles sont les pièces que peut prendre ici notre tour blanche. Qu'est-ce que tu vois comme prise possible? Alors, 2 prises possibles. Voilà. La prise de la tour en haut, donc celui-là on peut le prendre sans problème, hein. On va y revenir après, et on peut prendre le pion qui se trouve à gauche. Par contre, on ne peut pas prendre la dame puisqu'il y a un pion blanc entre les deux qui est interposé, donc on ne peut pas aller prendre la dame. Alors, exactement, la dame on peut pas la prendre. On peut prendre ici la tour et le pion. Et dans les 2 cas, est-ce que c'est une bonne affaire? C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que c'est une bonne idée? Dans le cas de la prise du pion à gauche, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, ce n'est pas une bonne idée de prendre le pion à gauche, tout simplement parce que Noir va pouvoir nous reprendre juste derrière. Et donc il aura perdu lui un pion et nous une tour. D'ailleurs, t'as pas parlé du poids des pièces. Voilà, j'allais y venir, donc, merci de me l'avoir rappelé. Donc pour le pion, on considère c'est pas une bonne idée. Attends, on va y venir après. Vas-y. Ouais, d'accord. Et pour la tour, alors est-ce que c'est une bonne idée? Tout dépendra du déroulé de la partie, puisque la dame pourra prendre votre tour. Donc vous aurez perdu, l'adversaire aura perdu une tour, vous aurez perdu une tour. Donc c'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas. Un échange. Donc là, on a réalisé un échange. Voilà. Donc j'ai pris une tour, mais j'ai donné. Pardon, c'était pas les bonnes couleurs, mais c'est pas grave. J'ai pris une tour, mais j'ai donné une tour. Donc c'est ce qu'on appelle un échange. Ouais. Et donc, alors effectivement, tu m'as rappelé à l'ordre, puisque j'ai oublié de parler de la valeur des pièces. On en reparlera peut-être un peu plus la semaine prochaine, parce que justement, ça va être un peu plus stratégique, un peu plus tactique la semaine prochaine. On considère que on va tout mesurer les pions, enfin les valeurs des pièces en valeur de pion. Donc un pion noir-blanc vaut un pion noir, ça on est d'accord. Si on regarde un cavalier, est-ce que tu peux nous rappeler la valeur d'un cavalier en pion? Alors, un cavalier, c'est 3 pions, il me semble. Tout à fait. On considère que à peu près un cavalier. Alors c'est pas des valeurs à prendre extrêmement strictement, parce que ça dépend aussi de le moment dans la partie. On considère qu'un cavalier est un peu plus fort en début de partie, parce qu'il peut notamment sauter au-dessus des pions, un petit peu moins fort en fin de partie. Mais globalement, la valeur d'un cavalier, c'est à peu près 3 pions. On estime que si on a 3 pions. D'ailleurs, petite info, Lichess vous marquera ça, les
votre avance ou votre retard en pion au cours de la partie. On peut la visualiser aussi, une courbe qui analyse la façon dont les rapports de force évoluent. On en parlera peut-être un petit peu. Le fou également. Pareil. On lui donne la même valeur aussi, à peu près. Donc, on considère qu'un fou et un cavalier ont à peu près la même valeur. Donc, également 3 pions. On a vu que la tour est considérée comme plus forte. Il y a jusqu'à 5 pions, il me semble. Voilà. En gros, en fait, l'idée, c'est qu'une tour, ça vaut un peu moins qu'un cavalier et un fou. Donc, du coup, pour ajuster, on considère que la tour va valoir à peu près 5 pions. Et l'idéal, c'est d'avoir ces deux tours à soi, qui sont connectées, donc qui se voient l'une l'autre, pour pouvoir avoir jusqu'à une valeur de 10. Voilà. Et ces deux tours qui ont à peu près une valeur de 10, c'est un peu plus fort qu'une dame. Et du coup, une dame, on va considérer qu'elle vaut à peu près 9 pions. Donc si j'ai, une dame. Une dame vaut à peu près 9 pions. C'est un petit peu moins puissant que la paire de tours. Donc ça peut vous donner une idée. Dans le cas d'échange, est-ce que l'échange est intéressant pour vous ou est-ce qu'il n'est pas intéressant pour vous? Effectivement, dans le cas précédent, si j'échange une tour contre un pion, j'y perds. Si j'échange une tour contre une tour, c'est bilan nul, mais effectivement, ça peut dépendre du déroulement de la partie. Je pense que j'ai à nouveau un petit exercice à vous proposer. Donc là, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les pièces que peut prendre le cavalier qui se trouve en E4 ? Donc ce cavalier ici. Est-ce que tu vois les pièces qui peuvent être prises ? On laisse le temps au spectateur de réfléchir. On met un petit chrono. Peut-être ils peuvent le mettre dans le compteur stressant. Donc le cavalier, on rappelle qu'il se déplace en L 2 et 1 ou 1 et 2. Et donc il aura la possibilité ici de prendre la reine et de prendre le fou. Tout à fait. Entre le cavalier et la reine, il n'y a pas d'obstacle, donc ça semble logique. Par contre, entre le cavalier et le fou, on voit qu'il y a des pions qui sont interposés, mais le cavalier, il a tout à fait le droit de sauter par-dessus. Et donc, ça à nouveau, on en parlera la semaine prochaine, mais le cavalier se trouve dans une position assez intéressante, qu'on appelle ici... La fourchette. La fourchette, voilà. Il peut attaquer... Il attaque simultanément 2 fourchettes et donc il a d'autant plus de chances de manger, puisque ici, le joueur va essayer de sauver sa dame, ce qui va nous permettre de venir prendre le fou ici. Alors là, on était un petit peu bête parce que en vrai, si je remets la position, si je l'ai pas perdu, oui. La solution ici de Noir, ce serait de sauver sa dame en continuant à protéger le fou. Alors ici, non, parce qu'il y a la tour qui est en bas. Ici, donc pas il y a la tour, c'est pas possible. Ici, il serait également pris par le cavalier, mais il lui reste une dernière position ici qui permettrait à Noir de sauver les choses en venant défendre le fou qui est là. Ou en E7. On peut aussi aller en E7. Exact, tout à fait. Alors, on va continuer un nouveau petit problème que je vous soumets. Alors, ici, si on se place du côté des blancs, combien de coups ils peuvent jouer ? Combien blanc peut jouer de coups ? Tiens, on pourrait presque faire un sondage dans le chat pour savoir combien de coups sont jouables par blanc. Alors moi, tu fais combien ? 1, 2, 3. Ah, t'en as oublié un. J'en ai oublié un ? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une prise en passant qui est quelque part ? Non, il n'y a pas de prise en passant. Non. Alors, on va commencer. Que 3. On va commencer par celui-là. Ce pion-là peut se déplacer une case ou 2. Oui. Donc, c'est la possibilité. Ce pion-ci peut venir prendre le pion ici, et ce pion-ci peut venir ici
pousser jusque-là. Donc, c'est les 4 coups possibles. D'ailleurs, d'après toi, lequel est le meilleur ? Alors, j'ai évité de parler de toutes les autres pièces, etc. Mais qu'est-ce que tu nous suggérerais ? Alors, moi, je suggère de prendre le pion noir pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement parce que, on va gagner un pion, puisque l'adversaire ne pourra pas nous reprendre derrière. Donc ça, c'est la meilleure des raisons. Et l'autre raison pour laquelle je prends le noir, c'est que ça fait des pions en moins et ça fait donc des chemins qui se libèrent sur le plateau. Parce que pour moi, les pions, c'est vraiment une plaie pas possible. Ça bouche le plateau. C'est infernal, les pions. Alors, à noter que le pion, pousser le pion C aurait été aussi une bonne solution parce qu'on se rapproche de la promotion. Et donc, on serait allé plus vite à la promotion et parfois, ça peut se jouer à un coup. Alors, il faudra effectivement bien réfléchir à ce moment-là. Faudrait voir le reste du contexte pour savoir quel serait effectivement le bon coup dans ce cas-là. Et donc... question suivante. Ah mince, non, j'ai pas réussi à copier. Ah oui, parce que j'ai voulu copier 2 problèmes d'un coup, ça ne va pas marcher. Cas suivant. Alors. Pourquoi il veut que j'arrête le partage Discord ? Non, je veux pas arrêter le partage Discord. Alors, le temps que tu cherches ta prochaine position, est-ce qu'on a le droit à des blagues bien bof ou pas ? Vas-y, t'es là pour ça, non ? Un petit peu. Alors, quel est le meilleur coup ? C'est moi. Voilà, c'est bien bof. Voilà, c'était la blague bien relou de la soirée. Alors, la question ici, c'est quelles sont les pièces qui peuvent être prises par la dame blanche ? Est-ce que combien de pièces elle peut prendre ? Alors, elle peut prendre 1, 2, 3 pièces. Donc, effectivement, le cavalier, le fou et le pion. Elle est en fourchette triple sur 3 pièces. Mais quelle est la prise qui est vraiment intéressante ? Alors, la prise qui est vraiment intéressante, c'est la fuite. Voilà. Il n'y en a pas. Parce que dans tous les cas, elle va se faire reprendre ensuite. Elle va se faire reprendre ici par la tour, ici également par la tour, et là par le cavalier. Donc bien que la tour ici puisse prendre 3 pièces, on conseillerait pas de le faire. La seule chose qui serait intéressante, c'est la fuite et même pas rester sur place puisque la dame est déjà attaquée. Donc effectivement, la meilleure solution, tu l'as trouvée, c'est effectivement la fuite. Je crois que j'ai pratiquement un dernier exercice et alors elle n'est pas si évident que ça. C'est combien de coups sont possibles ici ? Combien tu dénombres de coups possibles ? Alors, j'en vois 2, dont un à multiples propositions. Donc, j'en vois un. Les deux. Les 2 sont multiples propositions après. Voilà, tout à fait. Donc ici, on peut tout simplement pousser 3. Avec promotion en dame, tour, fou ou cavalier. Donc 4 coups. Et également... Ou la prise du cavalier. Avec promotion. Avec les mêmes conséquences. Les 4 cas. Donc il y a 8 coups possibles ici. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près vu tout ce qui était les règles, le fonctionnement de l'e-chess, les valeurs, dont on n'a pas parlé, mais tu m'avais dit ça, n'en parle pas parce que tu vas les barber, c'est les notations. Et donc chaque coup d'échec, alors si vous regardez un film ou une excellente série comme The Queen's Gambit par exemple, vous verrez que les joueurs parlent beaucoup des coups par le codage, et donc en fait
fait, chaque déplacement, par exemple ici, on va dire que le pion joue. Alors ici, il n'est pas il est dans le bon sens. Il va jouer, par exemple, comme premier coup. Je vais mettre la position de départ. Voilà, par exemple, on va jouer F4. Donc les joueurs ensemble savent très bien ce que ça veut dire jouer F4. C'est un type bien particulier d'ouverture. Le coup le plus fréquent, c'est le coup E4, donc qui déplace ici. Alors, petite particularité, donc vous avez bien compris qu'on va numéroter les cases ici avec des lettres, donc les lignes avec des chiffres et les colonnes avec des lettres. Et donc on va indiquer. Alors, quand on n'indique pas, c'est un mouvement de pion. Si je dis je joue donc E4, eh ben, la seule chose qui peut atterrir sur la case E4, c'est le pion. Et donc j'ai même pas besoin de préciser que c'est un pion qui va se déplacer. Je joue E4. Je joue la réponse, souvent, c'est de jouer D5. Et puis après ça, je vais jouer quelque chose comme D4, par exemple. Donc on ne précise même pas quand il s'agit d'un pion. Après ça, s'il s'agit d'une pièce, je vais dire je joue cavalier C3 ou ici en réponse cavalier F6. Donc on va indiquer la pièce qui se déplace et l'endroit où elle arrive. S'il y a ambiguïté, après ça, il y a des règles. C'est intéressant de le savoir parce que quand vous aurez joué une partie, donc si on reprend toujours, je l'ai perdu, ma partie entre les grands maîtres Sinav et puis le beau gosse du 62-500, on va avoir donc toute la transcription de la partie ici sous la forme de coups. On les retrouve des fois dans les bouquins, on retrouve comme ça. Donc il a été joué E4, C5, C3, E6. Et donc on peut, comme ça, si vous avez un bouquin qui reprend une partie célèbre, vous pouvez vous la rejouer sur l'ordinateur ou sur un échiquier pour voir ce qui a bien pu se passer. Voilà. Est-ce que tu vois des choses à rajouter? Donc j'insiste pas, tu m'avais dit de pas être lourd sur les coordonnées, etc. On va pas. Donc il y a tous les codes, il y a plusieurs codages qui existent, mais je vais pas m'étendre. Il me reste à vous donc vous rappeler de pas oublier de vous inscrire sur le tournoi si c'est pas déjà fait. À l'heure actuelle, combien? 40, peut-être même un peu plus depuis tout à l'heure, non? On est à combien? Tournoi 2000, les inscriptions. Est-ce qu'on est à 42? Donc super, encore 2 inscriptions en plus. Et donc je veux bien sûr remercier l'AEIC qui était avec nous depuis le début du tournoi, l'association Géo2I qui se joint à nous, et donc on en est vraiment ravis. Les arbitres, Tanguy et Loïse, et puis rendez-vous la semaine prochaine. On espère que ce coup-ci on arrivera à faire marcher Twitch. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième leçon sur un peu plus de tactique. Et enfin, alors comme moi je suis quand même qu'un joueur moyen, j'ai demandé à mon ami Fabien qui m'a beaucoup appris aussi au début quand j'ai commencé à jouer, de venir nous faire une petite masterclass. Donc je pense qu'il est prévu qu'il me donne une raclée, une fessée en public pour montrer comment on peut exploiter la faiblesse de jeu d'un joueur moyen dans mon genre. Voilà. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose, Rémi? Non, je pense qu'on est bien là. On est bien. Ça s'est bien passé, ça va? Est-ce qu'il y a des questions du coup à nouveau dans l'assistance? Je peux peut-être même restaurer le son. Oui, tout va bien. S'il y en a qui veulent poser des questions, je vous remets l'autorisation de parler et d'utiliser la voix en direct. Donc, est-ce qu'on peut avoir un duel des 2 maîtres? Il est un peu tard là, je crois. Il est un peu tard et il n'y a pas de maître ici en fait. on se réserve pour le tournoi en plus. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire ça, ouais. Voilà, donc oui, puis vous verrez Fabien me battre, me défaire. Ouais. Moi aussi, je regarderai. J'ai trop peur de Rémi là ce soir. Je sens qu'il est prêt à tout défoncer, donc.
Après, Voilà. ça sera pas forcément eux en finale. Alors, effectivement, on peut même spoiler. Hein. Moi, j'y serai pas. Sam, t'es déjà arrivé une fois en finale, je crois. Enfin, dans le dernier Ouais, carré. une Fois. fois quatrième, ouais. J'ai fait la place du perdant dans les quatrièmes. Et voilà, enfin, les meilleurs sont pas là Danny, ce soir. Hein. Danny aussi a fait une fois quatrième, et Il est puis arrivé je aussi. vois qui Ouais, nous écoute et qui est aussi arbitre depuis le début. oui. Franck a aussi été quatrième. Franck Vandevielle. Alors, si l'adversaire ne peut plus physiquement jouer, l'autre gagne. Oui. Oui. Oui, on va dire ça, ouais. S'il n'y a plus de coups. Comme au chess boxing dont a parlé Tanguy la semaine dernière. Oui, et Voilà. même encore lundi soir. Lundi soir, oui, bien sûr. Bien, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je te souhaite une belle soirée, Rémi. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, notez bien surtout la masterclass le lundi 21 à 14h avec Fabien. Voilà. Bonne soirée. Très bien. Et ben bonne soirée à tous. À la semaine prochaine.